Les Américains voulaient voir s'ils pouvaient intimider l'Iran et vérifier si le pays avait été affaibli. Parce qu'il semble que les Américains continuent de croire à la propagande qu'on leur sert, celle qui dit que l'Iran s'effondre, que le blocus est en train de faire craquer la société iranienne. Peut-être que le Mossad continue de diffuser le même genre de fausses informations que celles qui, à l'époque, ont conduit à la guerre. C'est une façon d'interpréter les événements. Trump espérait peut-être que l'Iran était affaibli et que tout cela servirait de test pour voir si, par hasard, les Iraniens allaient reculer et laisser faire. Ou bien que les Iraniens seraient intimidés à l'idée que les navires américains allaient être impliqués. Mais les Iraniens sont restés très fermes. Ils ont dit que soit le détroit d'Ormuz reste ouvert pour eux, et bien sûr que le cessez-le-feu au Liban et à Gaza est appliqué, soit il ne sera pas ouvert à ces 5 pays. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, d'autres pays continuent d'utiliser ce détroit, ceux qui ne sont pas en conflit avec l'Iran. Donc, l'idée c'est que tout cela ressemblait à une sorte de test pour voir si les Iraniens allaient se laisser intimider par les menaces des États-Unis. Et de toute évidence, ils ne l'ont pas été. Avec Sergueï Lavrov et avec toute son expérience du pays contre lequel il mène la guerre en Ukraine. Quand on l'écoute parler, il défend fermement la position russe, mais il reste très diplomate dans sa manière d'échanger, même avec les Ukrainiens. Il y a quelques jours, ici même, nous avons reçu Marco Rubio, qui parle de l'Iran d'une façon plutôt méprisante. Écoutez, le moment est venu pour l'Iran de faire un choix raisonnable. Et évidemment, ce n'est pas facile pour eux, parce qu'il y a une fracture au sein même de leur système de direction. Et en plus de ça, franchement, les dirigeants de ce gouvernement sont, pour dire les choses simplement, complètement fous. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut juste balayer d'un revers de main? Est-ce que ça a un impact quand on vous dit que tous vos dirigeants sont complètement fous dans leur tête? Eh bien, je ne sais pas vraiment s'il croit à tout ça ou pas. Et c'est justement ce qui est inquiétant. Parce que quand on dit qu'il y a une division au sein de la direction, je veux dire, comment, d'où vient cette division? Nous avons un dirigeant. Nous avons un Conseil suprême de sécurité nationale. Ce conseil est composé du président du Parlement et du chef du pouvoir judiciaire. Et bien sûr, c'est le président qui dirige le conseil. C'est lui le chef de ce conseil. Il y a aussi un président de séance, nommé d'un commun accord entre le dirigeant et le président. Et puis il y a les militaires, des membres du gouvernement, selon le sujet traité. Donc si c'est une question de politique étrangère, évidemment, c'est le ministère des Affaires étrangères qui intervient, et il y a aussi des parlementaires liés à ce dossier. Dans ce cas, il s'agirait de politique étrangère. Et le Conseil suprême de sécurité nationale, quoi qu'il décide, si le dirigeant approuve, c'est terminé. Ils ont décidé que le négociateur serait le président du Parlement. Alors, où est la fracture? Où sont les divisions? Où sont, vous savez, les purges comme aux États-Unis, comme au Pentagone, où on a vu des généraux, je ne sais pas, écartés du pouvoir, le secrétaire à la marine limogé, ou Joe Kent démissionné? Nous, on n'a rien de tout ça. Du moins pas un seul cas à ma connaissance. Donc je ne sais pas s'il y croit vraiment, mais c'est le genre de récit qu'il répète sans cesse. Et je pense que, dans bien des cas, ils finissent par y croire eux-mêmes. Ils finissent par croire à leur propre propagande. Ils la répètent sans arrêt, et à force, ils y croient vraiment. Je pense que c'est un problème plus grave que beaucoup ne l'imaginent. Mais dire que les dirigeants iraniens sont fous, franchement, je ne crois pas qu'ils soient là, assis en colère. Ils doivent plutôt en rire. Mais ça les pousse à négocier plus durement. Ça rend l'Iran plus ferme face aux États-Unis. Donc les menaces et les insultes, à mon avis,
Les Américains se trompent complètement sur l'Iran. L'Iran, ce n'est pas... Enfin, le vrai problème, je pense, avec Trump, c'est son comportement de chef de mafia. Vous voyez, le parrain qui va en Inde, qui dit aux Indiens qu'il leur fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser sur les droits de douane, et ensuite il s'incline. Il va kidnapper le président du Venezuela, il tue quelques centaines de personnes au passage, et ensuite il menace les Européens. Dans le cas de l'Iran, ça ne va pas marcher. Et plus il agit comme ça, plus les Iraniens vont rester fermes à la table des négociations. L'Iran, c'est très différent de ces autres pays. Enfin, sauf peut-être la Chine, je dirais. La Russie, elle, est déjà complètement sous sanction, donc c'est un cas à part. Mais pour la Chine, quand il a lancé une guerre commerciale, les Chinois ont riposté, alors que personne d'autre ne l'a fait. Donc je pense qu'il a été très surpris par l'Iran. Je pense que c'est à cause de son ignorance, mais aussi parce que, selon moi, beaucoup de politiciens aux États-Unis, si ce n'est pas tous, ont bu la potion magique, comme on dit. Ils croient à ces absurdités selon lesquelles l'Iran serait faible, divisé, corrompu, dirigé par des mollahs fous, quoi que ça veuille dire. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils entendent par mollahs fous. Le président, par exemple, est chirurgien cardiaque. Le président du Parlement, le principal négociateur, est maître de conférences dans mon université. Les membres du gouvernement sont tous des ingénieurs, des médecins, des philosophes. Le docteur Laréjani, qui présidait le Conseil suprême de sécurité nationale, était professeur dans mon université avant d'être assassiné et martyrisé. C'était un professeur de philosophie occidentale. Donc vous voyez, toute cette histoire de mollahs fous, l'armée, ce n'est pas ça. Ce sont des officiers, comme vous, des officiers formés dans des académies militaires. Ils croient à leur propre propagande. Et tout est en train de s'effondrer. Le peuple les déteste. Du coup, ils se disent qu'il suffit de donner un petit coup de pouce et que tout va s'écrouler. Si vous vous souvenez, je suis sûr qu'au début de la guerre de 12 jours, ils disaient que c'était fini. Et à l'époque, Trump affirmait que l'Iran exigeait une reddition sans condition. Mais même après la guerre de 12 jours, quand l'Iran a vaincu les Israéliens, le gouvernement américain n'a rien appris. Alors quand ils ont fait venir beaucoup plus d'armes, des armes qui dépassaient largement tout ce que le régime israélien possédait et qui de toute façon venaient des États-Unis, ils sont arrivés et après 39 jours de guerre, ils ont échoué. Échoué contre le pays, contre les forces armées, contre l'Iran. Et malgré ça, ils n'apprennent toujours pas. Alors ils se disent, bon, cette fois on va les vaincre par le blocus. Mais si, selon eux, ils gagnent cette guerre d'usure, et on a vu des sénateurs américains dire, on les affame, il n'y a plus de nourriture, presque en se vantant d'affamer les Iraniens, ce qui est répugnant, eh bien personne ne meurt de faim en Iran. Ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Eh bien, en fait, professeur, je voudrais vous montrer l'une des choses que le président Trump a dites. Gary, on va passer celle où il est écrit « Trump a gagné », là en bas. Voilà comment le président Trump essaie de résoudre ce paradoxe dont vous parlez. Voici comment il se représente les choses et ce qu'il croit vraiment. Vous semblez optimiste, maintenant qu'un accord paraît plus proche. Qu'est-ce qui rend ce moment différent des autres fois où un accord semblait déjà à portée de main? Eh bien, pourquoi dites-vous qu'il refuse de se soumettre? Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé derrière les navires américains il y a quelques jours. Et il y a quelques jours, c'est déjà loin. Vous savez, dans le monde de la guerre, quelques jours, c'est long. Non, ils veulent vraiment conclure un accord. On verra si on y arrive. Si on y arrive, ils ne pourront pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas se soumettre? Ils avaient une marine avec 159 navires.
Et maintenant, chaque navire est en morceaux au fond de l'eau. Ils avaient une force aérienne, beaucoup d'avions, et ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de défense anti-aérienne. Ils n'ont plus de radar. Leurs missiles sont presque tous détruits. Il leur en reste peut-être 18-19%, mais pas grand-chose comparé à ce qu'ils avaient. Et tous leurs dirigeants sont morts. Donc, je pense qu'on a gagné. Donc, dans son esprit, on a déjà gagné. Alors, comment répondez-vous à l'affirmation selon laquelle tous ces éléments des capacités de sécurité nationale de l'Iran ont été détruits ou vaincus, que le siège affame tout le monde et qu'ils vont bientôt devoir s'effondrer? Comment vous réagissez à ça? Eh bien, hier j'étais dans l'émission de Piers Morgan, et il disait la même chose, que les forces armées iraniennes sont détruites, que tout est anéanti. Et il a invité quelqu'un sur le plateau, cette personne a dit tout ça, et Piers a répondu « Je suis d'accord avec lui ». Alors je lui ai dit « Dans ce cas, pourquoi vous ne prenez pas simplement le contrôle ?» Cette personne a expliqué que pour des raisons politiques, il ne prenait pas le contrôle du détroit d'Ormuz. Et j'ai répondu « Mais alors, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous m'interviewez, moi? » J'ai demandé à Piers Morgan, si tout est fini, à quoi bon me parler? Vous avez gagné. Allez, prenez le pays. Vous pouvez nous expulser de notre terre comme vous l'avez fait avec les Palestiniens. Et là, Piers Morgan a dit, c'est peut-être ce que Trump veut faire. Donc, en gros, créer un autre Israël ou quelque chose comme ça. Mais ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est évident que Trump a perdu la guerre, l'État iranien est toujours bien là, les forces armées aussi. Après 39 jours, Trump a accepté le plan en 10 points de l'Iran comme base de négociation. C'était l'humiliation et la défaite totale. Et après avoir été vivement critiqué par tout le monde, sa porte-parole a dit « Non, on l'a jeté à la poubelle ». Mais l'Iran, lui, négocie bel et bien sur la base de ces 10 principes. Et l'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas sur le programme nucléaire tant que cette question ne serait pas réglée. Donc voilà. Et encore une fois, si le siège fonctionne, alors pourquoi parler de liberté? Si tout ce qu'il a à faire, c'est attendre qu'on meure de faim, pourquoi prétendre qu'il défend la liberté? Mais évidemment, ça ne marche pas. Il y a autre chose que je veux souligner ici. C'est tombé dans les infos pendant qu'on était à l'antenne tout à l'heure. C'est dans le Washington Post. Selon les services de renseignement américains, l'Iran pourrait tenir face au blocus de Trump dans le détroit d'Ormuz pendant plusieurs mois. Une évaluation confidentielle transmise à la Maison-Blanche indique aussi que l'Iran conserve un important arsenal de missiles et de drones, ce qui contredit directement ce qu'il a déclaré depuis le bureau ovale. Alors encore une fois, malheureusement, comment le public américain peut-il croire quoi que ce soit de ce que dit notre propre président quand ces informations fuitées le contredisent? Et du coup, on en revient à la question de fond. Où tout cela peut-il mener? Si c'est vrai, et d'après ce que vous me dites, ça l'est, que l'Iran peut résister au siège et qu'il dispose encore de capacités militaires, alors quel type d'accord négocié peut-on espérer pour mettre fin à cette guerre? Eh bien, vous savez, votre problème, c'est que vous parlez d'un monde complètement fou. D'accord, pourquoi pas? Mais vous partez du principe qu'on parle de gens logiques, et vous voulez que je me mette dans la tête de quelqu'un que je considère un peu fou, un psychopathe. Et franchement, j'espère ne jamais être dans une situation où je pourrais comprendre une telle personne. Je n'ai pas de réponse à votre question, et je suis sûr que c'est le même problème pour tous vos bons analystes, parce que vous invitez des gens bien meilleurs que moi dans votre émission, et je la regarde, votre émission, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous savez, des gens bien plus compétents que moi n'ont pas réussi à donner de réponse. Alors je ne vais pas faire semblant de savoir quelque chose que vos autres invités n'ont pas su expliquer.
Je pense qu'au fond, enfin, je crois qu'il y a une forte probabilité que Trump tente le coup. Je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais je pense qu'il y a, disons, une vraie possibilité. Parce qu'il a fait venir beaucoup de troupes, beaucoup d'armes et de munitions. Alors oui, c'est vrai, il y a une énorme pénurie de munitions et tout ça, mais d'après ce que j'entends ici, la plupart du nouveau matériel qu'il a fait venir est destiné aux opérations terrestres. Et il a dépensé énormément d'argent, donc je doute que ce soit juste pour faire semblant. Il doit bien y avoir une forte probabilité d'une attaque. Maintenant, personnellement, je pense qu'il est trop tard pour lancer une attaque. Et je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, quand je vous avais posé la question. Parce que vous êtes l'expert et vous... Enfin, moi j'ai combattu pendant la guerre, mais vous étiez un officier supérieur formé. Donc vous savez bien mieux que moi. Et je disais que quand la chaleur devient très forte dans la péninsule arabique, vers la fin du mois de mai, à partir de la mi-mai, la température monte très vite et à la fin du mois, ça devient vraiment difficile. C'est très dur de se battre dans ces conditions. Pour les forces américaines, ce serait particulièrement éprouvant. Et je me souviens que vous aviez reconnu que c'était effectivement le cas. Et puis, si par exemple les combats s'intensifient et que Trump commence à viser les infrastructures critiques de l'Iran comme il l'a menacé, à moins qu'il ne commence à frapper les centrales électriques iraniennes. En Iran, il y en a, je ne sais pas, peut-être entre 80 et 100. Mais de l'autre côté du golfe Persique, et dans le régime israélien, l'Iran fera la même chose. Et vous savez, dans le régime israélien, ça va poser toute une série de problèmes. Mais dans le golfe Persique, ce serait catastrophique, parce qu'avec ce climat-là, tout le monde devrait partir. Les forces armées américaines aussi. Je veux dire, comment pourraient-elles rester là-bas s'il n'y a plus d'électricité? Et puis il y a le voyage à Pékin ou en Chine. Je ne sais pas si le sommet aura lieu à Pékin ou ailleurs, mais le voyage en Chine, c'est dans une semaine. Donc on pourrait penser que ce n'est pas vraiment le bon moment pour déclencher une guerre, parce que ça n'aurait pas un bon impact sur le sommet en Chine. Et bien sûr, après le sommet, la météo va empirer de jour en jour. Mais bon, encore une fois, c'est Trump. D'après ce que j'entends des gens qui passent dans ton émission, et aussi de nos amis communs avec qui je parle, ils me disent que l'armée pense que c'est une idée terrible. Mais Trump, lui, enfin, tu te souviens de Joe Kent, dans sa lettre de démission il y a 2 mois, il disait que cette guerre était menée à cause du lobby sioniste. Il n'y a pas d'armes nucléaires. L'Iran n'en développe pas. Trump dit ça juste pour justifier les atrocités. L'Iran ne représente pas une menace pour les États-Unis. Trump répète qu'ils vont fabriquer une arme nucléaire, la lancer partout dans le monde et provoquer la fin du monde, d'une manière ou d'une autre. Ce genre de bêtises, il les racontait encore à des enfants il y a quelques jours, ce qui est complètement absurde. Mais il les a effrayés. Enfin bon, il bombarde aussi des enfants. Alors j'imagine que pour lui, c'est normal. Donc quand Joe Kent dit que tout ça concerne le régime israélien et le lobby sioniste, je pense qu'on peut oublier toute rationalité. Leur priorité, ce ne sont pas les Américains. Leur priorité, ce n'est pas l'économie indienne, ni l'économie ougandaise, ni le peuple argentin. C'est le régime israélien. Ils veulent cette guerre, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'elle ait lieu. Maintenant, du côté de l'Iran, au moins chez certains, parce que je ne peux pas dire que tout le monde pense pareil, certains, moi y compris, estiment que si la situation économique devient plus difficile pour les États-Unis, à un moment donné, des responsables américains commenceront à se dire « Bon, il faut qu'on fasse passer nos propres intérêts avant ceux du régime israélien. » Jusqu'à présent,
les États-Unis ont donné la priorité aux intérêts du régime israélien plutôt qu'à ceux du peuple américain. Et c'est pour ça qu'on voit l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et tout le reste. Mais à un moment donné, je pense que beaucoup ici se disent que la situation pourrait devenir suffisamment difficile pour que la Maison-Blanche ou les élites commencent à se dire « Attention, ça pourrait devenir dangereux aux États-Unis ». Parce que si l'économie se dégrade vraiment, il pourrait y avoir des troubles. Et là, espérons qu'à ce moment-là, les décideurs se diront « Bon, il faut maintenant défendre nos propres intérêts ». Et alors, le régime israélien devra accepter nos priorités, ce qui mettrait fin à la guerre. En d'autres termes, les États-Unis, je ne pense pas qu'on aura la paix entre l'Iran et les États-Unis, malheureusement. Je ne vois pas ce processus possible avec les élites américaines, leur façon de penser, leur mentalité, leur vision du monde telle qu'elle est, cette espèce de classe Epstein qui dirige tout ça. Mais je pense qu'on pourrait arriver à un point où un accord est trouvé pour mettre fin à la guerre. Le blocus serait levé, les navires pourraient circuler, un cessez-le-feu serait instauré à Gaza, le régime israélien serait contraint de se retirer du Liban et certaines conditions seraient imposées à Gaza. Quelque chose comme ça. Je pense que ça, c'est possible. Donc, si je comprends bien, il semble que du côté iranien, on dise en gros, on n'est pas pressé. On va laisser un peu de temps passer, voir si on peut vous mettre davantage de pression. En revanche, du côté américain, il y a un vrai sentiment d'urgence. Après la déclaration du président Trump à la Maison-Blanche hier, un article est paru dans le Wall Street Journal. Je vais vous en montrer un extrait. Beaucoup de points mentionnés dans cet article, publié juste après son intervention, indiquent que l'Iran doit certifier qu'il ne cherchera pas à obtenir l'arme nucléaire, qu'il y aurait une interdiction d'enrichissement, le démantèlement de Fordow, de Natanz et d'autres sites encore. Et tout cela a été repris hier soir sur Fox News, dans l'émission de Bret Baier et Jess Waters. Bret Baier a dit qu'il avait parlé au président Trump et que ses positions s'étaient durcies. Regardez. J'ai eu un appel avec le président il y a peu de temps. Il est optimiste à propos de cet accord, ce protocole d'entente. Il pense que ça va ouvrir la voie à d'autres choses. Il est prudemment optimiste, je devrais le préciser. Mais je lui ai demandé quel serait le calendrier et selon lui, il faudrait environ une semaine pour tout finaliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Voilà ce qu'on entend. L'Iran doit renoncer, une bonne fois pour toutes, à posséder ou à chercher à obtenir une arme nucléaire. Fini, net et sans retour. Leurs 3 principaux sites nucléaires doivent être entièrement démantelés et ils n'ont plus jamais le droit de mener ce genre d'activité, surtout pas sous terre. S'ils commencent à creuser, on commence à bombarder. Des inspections à la demande, à tout moment, partout. S'ils dressent des obstacles, des sanctions sévères tombent. Et voici la partie essentielle de l'accord. Plus aucun enrichissement, et ils doivent remettre tout leur uranium enrichi. C'est nous qui le récupérons. Franchement, ça, c'est une capitulation totale. Je veux dire, il faudrait tout abandonner. Et en échange, on n'obtiendrait absolument rien. À part, on rouvrira le détroit d'Ormuz et vous pourrez à nouveau exporter vos marchandises. Est-ce qu'il existe le moindre scénario dans lequel l'Iran accepterait une version, quelle qu'elle soit, de cet accord? Je ne regarde jamais Fox News, mais quand je tombe sur ce genre de choses, je trouve incroyable que des gens puissent vraiment la regarder. Quand ils disent que c'est la chaîne d'info la plus regardée aux États-Unis, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut y trouver le moindre intérêt. D'abord, comme on le sait, l'Iran n'a jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire. Joe Kent, le gars de Fox News, parle des sites d'armes de l'Iran. Il répète ça sans arrêt, comme si c'était évident que l'Iran possède des armes nucléaires. Ils savent qu'ils mentent, mais ils le disent quand même parce que c'est de la propagande.
C'est comme ça que ça marche. On continue à parler de leurs sites d'armes nucléaires, de leurs sites d'armes, encore et encore. Et à la fin, ça devient juste les sites d'armes. Et d'ailleurs, ils ont tous été détruits. On nous avait dit que pendant la guerre de 12 jours, ils avaient tous été anéantis. Alors vous voyez, au final, c'est quoi la vérité? Franchement, pour moi, c'est comme si les téléspectateurs de Fox News n'avaient aucun esprit critique. Sans même parler de votre émission ou d'autres programmes, juste en regardant les contradictions, on se dit que certains, au moins, devraient avoir un peu de sens critique. Mais non, l'Iran n'acceptera aucune atteinte à sa souveraineté. C'est tout le fond du problème. La raison pour laquelle cette guerre existe, c'est parce que l'Iran est un pays souverain. La révolution de 1979, c'était justement pour l'indépendance, la souveraineté, la dignité et l'honneur. Et bien sûr pour le soutien au peuple palestinien, au peuple cubain et au peuple sud-africain à l'époque de l'apartheid. Et tout ça, c'était vraiment des positions scandaleuses de la part de l'Iran, surtout sur la question palestinienne. C'est pour eux plus important que tout le reste. Mais en réalité, c'est ça, le péché de l'Iran, défendre le peuple palestinien et son indépendance. Et non, l'Iran n'acceptera rien de tout ça. L'Iran est prêt à conclure un accord, mais on a vu le plan en 10 points de l'Iran, celui que Trump avait accepté comme base. Rien de tout cela n'a été respecté. Donc oui, l'Iran aura un programme nucléaire. L'Iran affirme qu'il n'aura pas d'armes nucléaires. Et c'est très bien d'avoir un accord qui prévoit, si on le souhaite, un mécanisme permettant à l'Agence internationale de l'énergie atomique de venir inspecter tous les sites. On avait déjà ça pendant des années. C'est Trump qui a tout déchiré. Et d'ailleurs, ce n'était pas un accord particulièrement avantageux pour l'Iran. Je pense que l'administration de l'époque n'a pas bien négocié le JCPOA. Et je pense que le président Rouhani est le premier responsable, parce qu'il mettait la pression sur le ministère des Affaires étrangères pour conclure rapidement un accord. Du coup, le ministère a dû se montrer trop conciliant, et cela a permis à Obama de tromper l'Iran, puisque l'Iran a respecté ses engagements, mais pas Obama. L'accord était donc profondément défectueux. L'Iran ne permettra jamais qu'un tel accord soit rétabli. Il devra être approuvé, bien sûr, mais l'Iran est prêt à accepter un accord qui préserve ses droits, tout en étant clairement pacifique aux yeux de tous. En dehors de ça, le cadre, si Dieu le veut, sera le plan en 10 points.